Donc, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session de formation ce soir. Je me présente, Cindy Bourdelès, je suis chef de projet pour la direction internationale chez Réseau Canopé. Je suis accompagnée ce soir de mes deux collègues Isabelle Poulain et Stéphanie Dussolier qui vont se présenter juste après cette petite introduction. Peut-être quelques mots sur Réseau Canopé. On est un opérateur public sous tutelle du ministère français de l'Éducation nationale. On a pour mission la formation tout au long de la vie de l'enseignant au et par le numérique. Donc en fait, Réseau Canopé conçoit finalement une offre de formation qui permet aux enseignants de développer leurs compétences, leur savoir et leurs pratiques professionnelles. On attend ce soir une petite quarantaine d'inscrits. On espère que vous allez réussir à vous connecter. Là, je vois que la jauge augmente au fur et à mesure. Donc, je vais laisser mes deux collègues vous expliquer un petit peu comment ça va se passer ce soir. Juste pour les personnes qui vont nous rejoindre au fur et à mesure, sachez que cette formation est enregistrée. Donc, on mettra à disposition le replay, la vidéo, l'enregistrement de cette formation sur la chaîne YouTube du dispositif la francophonie au Kenya et également sur la plateforme de formation qui sera bientôt ouverte. Donc, vous pourrez revoir la session dans son intégralité. Donc, on est ravis de vous recevoir ce soir comme tous les mois. Je vais maintenant laisser la parole à Stéphanie, je pense, qui va vous expliquer un petit peu les bonnes pratiques pour la session de ce soir, et à Isabelle qui va dérouler le programme de la formation. Merci. Merci. Bonsoir à tous, bienvenue. Je pense qu'Isabelle se joindra à moi pour vous dire que nous sommes ravis de vous accueillir ce soir. Je prends 2 minutes juste pour me présenter. Je suis Stéphanie Dussoulier, je suis formatrice pour l'atelier Canopé d'Avignon dans le Vaucluse. Voilà. Et pour la session à venir, je vais vous demander, en tout cas pour l'instant, de garder vos micros fermés, de garder vos webcams fermés pour essayer d'économiser le plus de bandes passantes possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On fera notre maximum pour y répondre. En fin de formation, vous aurez le support de formation qui vous sera communiqué aussi et l'enregistrement de la session, comme l'a précisé Cindy tout à l'heure. Voilà, je laisse la parole à Isabelle. Merci Stéphanie. Je suis Isabelle Poulain. Je vais donc animer cette session sur les fake news et sur comment les reconnaître et les déjouer pour soi-même et avec les élèves. Bien sûr, c'est notre objectif principal. Moi, je coordonne en fait l'ensemble des formations produites par des formateurs et formatrices comme Stéphanie sur l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur les thématiques qu'on appelle éducation et société. Donc là, ça touche l'éducation aux médias et l'information, l'esprit critique, l'éducation au développement durable, l'égalité filles-garçons. Vous voyez, un spectre assez large de formation. Il y a un petit micro ouvert. Tu vas y arriver, Stéphanie. Je sais que tu gères. Super. Voilà, donc pour ma présentation. Par contre, je n'arrive pas à faire défiler, c'est embêtant. Voilà. Donc, pendant l'heure et demie qu'on va partager ensemble, plutôt 1h15 où moi je vais prendre la parole, puis après on aura un petit peu de temps, si vous voulez, pour discuter. Et puis Stéphanie peut aussi m'interrompre si les questions que vous posez dans le chat le nécessitent. Voilà, c'est pas un colloque, hein, je peux très bien être interrompue et n'hésitez pas à poser des questions, à ne pas être d'accord, hein, à réagir aussi, justement, puisqu'on est dans le domaine de l'esprit critique, donc n'hésitez pas. Donc, pendant cette heure et quart, on va voir un petit peu vraiment vous rappeler rapidement les objectifs, le contexte sociétal et pédagogique de cette notion de fake news à l'école. On va la définir parce que c'est important de savoir exactement de quoi on parle parce que ça se rapproche de pas mal d'autres choses. On verra que le problème principal d'aujourd'hui, puisque en fait ça a toujours existé, les fake news, c'est la facilité de partage et que la solution,
elle est éducative et la solution, elle consiste à développer l'esprit critique. Donc, je vais vous proposer quelques outils, à la fois pour débunker les fake news et pour aussi vous proposer une séquence pédagogique que j'ai testée en classe pour qui est assez ludique, qui est un exemple parmi d'autres, pas la solution forcément idéale pour tous, mais qui fonctionne bien. Voilà, et puis je répondrai bien sûr à vos questions. Donc nos objectifs très ambitieux, évidemment, on n'y répondra pas de façon entière en 1h15, mais au moins on aura les éléments principaux. C'est donc de définir la notion de fake news et d'aborder les enjeux sociétaux qui y sont liés, de développer l'esprit critique des élèves, en tout cas vis-à-vis de la désinformation et des fake news. Et donc, plus généralement, de s'outiller et d'outiller les élèves pour valider l'information. Je vous ai mis un petit schéma, un petit diagramme issu de médiamétrie pour vous encourager. Ça ne concerne pas directement les fake news, mais en tout cas, ça concerne l'éducation aux médias et à l'information, et simplement pour vous rassurer et vous dire que même si on fait souvent moins d'éducation aux médias et à l'information qu'on aimerait, on n'a pas toujours la possibilité de faire beaucoup de séances, etc. Continuons, continuons à les faire parce que vous voyez que d'après Médiamétrie, 65% des jeunes qui ont eu dans leur scolarité des sessions, des séances d'éducation aux médias et à l'information vérifient l'information contre 42% qui ne la vérifient pas. Donc, vous voyez, c'est quand même valable, ça vaut quand même le coup de faire des séances de MI. On ne vide pas l'océan à la petite cuillère, on avance, et même si c'est un peu séquencé, eh bien, ça a quand même un impact sur les élèves. Rapidement, je vais faire un petit tour du contexte sociétal parce que c'est toujours intéressant de savoir d'où on parle. Toujours issu de cette enquête Médiamétrie de 2018, donc ça a quelques années, ça a donc encore plus évolué, mais ça reste juste les chiffres que je vous propose. J'en ai pas pris de plus récents parce qu'ils ne répondent pas exactement à cette question-là. Presque un jeune sur 6 se déclare donc accro à l'information. Donc, quand on dit les jeunes ne s'informent pas, on se trompe. Ils s'informent peut-être pas comme on aimerait qu'ils s'informent. Et là où on aimerait qu'ils s'informent, en tant qu'enseignant, en tout cas, ils s'informent. 31% sont soucieux d'être informés, mais en allant à l'essentiel. Donc ça, c'est intéressant à savoir pour aussi orienter notre formation et nos enseignements. Chez les 15-19 ans, donc la cible qui nous intéresse, et on sait que chez les collégiens, c'est à peu près similaire, un peu moindre parce qu'ils sont un peu moins à être connectés, même si c'est de moins en moins vrai ce que je viens de dire. 74% utilisent le smartphone tous les jours ou presque pour s'informer. Donc, quand on pense que c'est que pour jouer ou que pour, je ne sais pas, partager des photos de chats sur les réseaux sociaux, c'est faux. 74%, en tout cas de façon déclarative, disent l'utiliser pour s'informer. Un autre point vraiment très important aussi par rapport justement aux fake news, c'est que les réseaux sociaux et les moteurs de recherche sont leur entrée vraiment principale dans l'information. 71% des 15-34 ans déclarent l'utiliser pour accéder à l'info en ligne. Et parmi ceux-là, donc il y a 57% sur les réseaux sociaux et 34% sur les moteurs de recherche. Mais ce qui est vraiment important à noter, c'est que 32% d'entre eux, c'est leur unique porte d'entrée. Donc, ils ne cherchent pas, ils ne savent pas s'ils sont sur un vrai site d'information ou pas. Ils ont une info et c'est ce qui compte. Ils ne vont pas aller chercher à remonter jusqu'à la source. C'est l'info qui compte. Donc là, il y a quelque chose à faire quand même au niveau éducatif. Pour le contexte pédagogique, j'ai repris 3 extraits d'un rapport de l'UNESCO de 2006.
Non pas que je n'ai pas eu le courage de chercher des informations plus récentes, mais c'est justement pour vous montrer que c'est pas nouveau. Et en plus, ce texte, je trouve qu'il était très avant-gardiste. Il y avait une vision très innovante dans ce texte de l'UNESCO. Et l'avantage aussi, c'est que c'est un texte qui va aller étudier les choses, puisque c'est l'UNESCO, au niveau international. Donc, on n'est pas centré sur le franco-français, c'est une vision beaucoup plus large. Et donc, les 3 phrases que j'ai extraites, je vous recommande ce rapport, hein, même s'il est ancien, euh, c'est celle-ci, je vais vous les lire. Hein. L'EMI permet aux jeunes de construire des interprétations et de formuler des jugements informés. Vous voyez, on est vraiment là dans notre cœur de travail aujourd'hui, hein, les jugements informés lorsqu'ils se trouvent en position de consommateurs de médias. L'EMI les rend aussi capables de devenir par eux-mêmes producteurs de médias. C'est en ça que c'était très innovant en 2006, cette phrase, c'est que à ce moment-là, il y avait assez peu il n'y avait pas encore le Web 2, donc c'était assez rare que les jeunes soient producteurs de médias. Aujourd'hui, ils sont producteurs, diffuseurs, transmetteurs, de likers, de médias en permanence. Et donc, les rendre capables de le devenir de façon rationnelle, raisonnable, informée, c'est ça aussi notre rôle en tant qu'éducateur aux médias et à l'information. L'UNESCO a ajouté à l'époque que les élèves ont besoin de pouvoir lire et écrire avec compétence et sens critique le langage des médias aussi bien que le langage écrit. Je trouve cette phrase vraiment très, très forte, très puissante, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un monde de langage des médias et le langage qu'ils lisent le plus dans la journée est sans doute le langage des médias de façon large, plus qu'un langage écrit qui serait hors média. Alors, une petite page de définition que bien sûr, on vous transmettra, hein, comme l'a dit Stéphanie. Donc, les fake news, avec ce avec quoi il ne faut pas les confondre, excusez-moi, c'est d'abord la parodie qui est, on va dire, à un degré moindre. C'est pour ça que je l'ai mise au-dessus que la fake news. Alors, par exemple, comme parodie très intéressante à travailler avec les élèves, parodie médiatique, vous avez le Gorafi, hein, donc le journal parodique dont le nom s'appuie sur le Figaro, qui est très bien fait parce que les articles reprennent vraiment la structure d'un article classique. On peut vraiment se laisser facilement piéger, donc c'est intéressant de le faire connaître aux élèves. J'espère qu'il va s'ouvrir. Voilà, donc là vous avez l'ogographie d'aujourd'hui, pour ceux qui ne connaîtraient pas, hein, une approche. Vous voyez comment les titres sont rédigés, hein, selon une enquête réalisée, comme si on allait partir sur quelque chose de sérieux, par des hommes blancs et riches de 50 ans. Là, ça commence déjà à devenir un peu spécial. Les femmes n'ont pas besoin de droits, elles existent et c'est déjà bien. Là, on tombe carrément dans la parodie assez cruelle. Voilà, après, ça concerne tous les sujets. C'est parfois drôle, parfois moins drôle, comme tous les sites humoristiques, hein, bien sûr. Mais parfois, ça peut être proche de la vérité et on peut se laisser piéger. Donc, c'est intéressant d'aller travailler ça avec les élèves aussi, parce qu'on peut aussi voir que la structure d'un article, la pagination d'un média peut inviter à croire le contenu. Je vous ai mis aussi un lien vers Nordpress, qui est l'homologue du Gorafi, c'est belge. Voilà. Les fake news, il ne faut pas non plus les confondre avec les théories du complot, qu'on appelle aussi conspirationnisme ou complotisme, qui ne sont pas non plus la même chose que les rumeurs. Les théories du complot, si on résume, ça va proposer le complotisme en tout cas propose de donner une vision de l'histoire perçue comme
le produit de l'action d'un groupe occulte agissant dans l'ombre. Hein. C'est l'idée que quelqu'un, quelque chose veut nous dominer. Voilà. Je vous propose peut-être d'aller juste regarder les premières minutes d'un travail qui a été fait par un collègue de la région parisienne qui s'appelle William Laborie. Il a fait ça avec des élèves de seconde GA. Donc l'idée de ce travail, hein, le but, c'est de transmettre aux élèves les outils de vérification de données et d'éclairer leurs usages numériques, mais il l'a fait d'une façon vraiment originale et très pertinente. L'idée était de répondre aux questions, quels sont les mécanismes à l'œuvre dans les vidéos conspirationnistes, comment ces dernières manipulent-elles les procédés logiques, comment faire pour soulever le doute par l'association de l'image, du texte et du son. Et voilà, donc il a amené ses élèves dans un premier temps à identifier les mécanismes récurrents. Ils ont ensuite écrit le scénario d'une vidéo, justement, pour semer le doute sur l'origine des chats et surtout le rôle des chats dans notre monde qui serait de nous dominer. Donc, c'est un très beau travail. Ce qui est très intéressant, c'est que la première partie de la vidéo, si elle veut bien se lancer, la première partie de la vidéo montre vraiment le montage réalisé par les élèves hein, qui tendrait à prouver que les chats sont là pour dominer le monde. Et la deuxième partie est très intéressante puisqu'elle met en lumière les 10 techniques qui ont été utilisées par les élèves. Et c'est eux-mêmes qui démontent un peu hein, ce qu'ils ont, leur travail pour nous montrer comment ils nous ont bien nus à travers leurs vidéos. Donc, c'est vraiment un très beau travail, mais qui apparemment ne veut pas s'ouvrir ce soir. Le lien ne s'ouvre pas. Bon, on essaiera peut-être de revenir dessus. Sinon, je vous invite à cliquer sur le lien quand vous aurez reçu le Je fais un diaporama. essai de mon côté, si tu veux, Isabelle. J'essaye de le lancer sur ma machine. Je te laisse poursuivre. Et si ça fonctionne, d'ici quelques minutes, Enfin, voilà. Je prends la suite. Très bien. Alors, donc on a la parodie d'un côté, la théorie du complot de l'autre, et donc au milieu, on va dire ça comme ça, on a les fake news. Donc les fake news, comme la parodie, elles vont être dans l'imitation de contenu journalistique. Elles ont, plutôt comme la théorie du complot, une tonalité souvent extrémiste. Et leur domaine, hein, c'est de surfer sur ce qu'on appelle la zone grise, c'est-à-dire l'interprétation d'informations vraies. Hein, on va aller un petit peu au bord du vrai. Pas complètement dans le fou furieux. Et donc, c'est là que le doute peut se mettre en place. C'est évidemment toujours dans un contexte sujet à polémique, sinon ça ne fonctionne pas, hein, si c'est un sujet sur lequel tout le monde est d'accord. Parfois, elles sont utilisées à des fins de propagande politique, surtout pour dénoncer des injustices, de fausses injustices, bien sûr. Mais les plus courantes, il faut savoir qu'elles sont dans le domaine de la santé. On l'a beaucoup, beaucoup vu pendant les périodes de Covid et de confinement. Il y a eu énormément de fake news qui ont fleuri à ce moment-là. Je voulais aussi vous montrer, si ça fonctionne, une petite vidéo humoristique qui a été conçue par Nicolas Bernot et Maud Bettina Marie. Vous connaissez peut-être Maud Bettina Marie, c'est une influenceuse assez connue sur les réseaux sociaux. Et donc là, ils ont créé ensemble une vidéo humoristique qui montre comment sont fabriquées les fake news. Alors, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, mais ça permet de bien comprendre les articulations de ce qui se met, de ce qui se joue hein, quand on est confronté à une fake news. Alors, est-ce que là, ça va mieux s'ouvrir que l'autre? Je l'espère. Sinon, nous finirons un petit peu plus tôt et puis vous pourrez les consulter plus tard. Là, je vois que la page se charge, mais rien ne s'ouvre.
Alors, je vous assure que tout à l'heure, ça fonctionnait. Je ne sais pas Si pourquoi tu ça ne veux, fonctionne pas. Isabelle, sur mon ordinateur, ça fonctionne. Je peux prendre le relais juste pour passer pour visionner la vidéo. Ok, laquelle du coup? Celle que tu préfères. Alors, on met un petit bout des chats, un petit bout du début, puis après un petit bout de la fin quand les élèves expliquent, si tu veux bien. Alors attention, je vais partager mon écran, du coup, ça va avoir un impact sur le tien. Ok. Donc, simple mais efficace. Alors, évidemment, le vocabulaire est celui des youtubeurs. Il y a beaucoup de gros mots, mais ça marche bien quand même en classe. On peut l'utiliser ou inviter les élèves à le regarder chez eux comme on veut. Mais en tout cas, on a vraiment quasiment tous les éléments pour lutter contre les fake news à travers cette vidéo. Donc, c'est intéressant de pouvoir peut-être débattre aussi dessus. Alors, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est la viralité des fake news. Parce qu'en fait, les fake news, elles ont toujours existé. Hein. On a des traces, justement, réelles, là, pour le coup, dans toute l'histoire de l'humanité. Et surtout, il y a une préférence pour les fake news chez l'humain, que je vais essayer de vous expliquer psychologiquement. Hein, notre cerveau est un peu fait pour croire aux fake news. C'est un petit défaut de notre cerveau. Et une fois qu'on le sait, ben, c'est quand même beaucoup plus efficace. Donc aujourd'hui, on a deux causes hein, de cette viralité, c'est la rapidité de la diffusion et la mondialisation de la diffusion. Ce qui fait que voilà, c'est devenu viral et vraiment viral parce que les fake news sont 70% pardon, de fois plus diffusées que les vraies informations. C'est pas 70 fois, 70% de fois. C'est beaucoup moins que 70 fois plus. Mais c'est quand même impressionnant. Les causes, on va essayer d'en voir quelques-unes aujourd'hui. On ne pourra pas tout voir, mais on va balayer un petit peu quelques éléments et comment aussi potentiellement les expliquer aux élèves. Alors pour ça, je m'appuie sur un article que je vous ai mis en lien, hein, la source, là, Les neurosciences éclairent la viralité des fake news. C'est un article des Échos. Le premier sur lequel je m'appuie, qui résume une enquête du MIT. Donc, je vous lis quelques éléments. Les fake news sont partagées, donc je vous l'ai dit, 70% de fois plus souvent. Et l'idée de l'article et de la recherche du MIT, c'est comment expliquer notre préférence pour les fausses nouvelles. C'est quand même bizarre. Et de comprendre les mécanismes à l'œuvre dans le processus d'aveuglement de l'opinion. Je cite. Alors, la première cause qu'on pourrait faire ressortir, c'est le goût de l'humain pour la peur. Alors, ce n'est pas que l'humain, en fait, c'est les primates. En tant que primates, nous partageons avec nos cousins singes un appétit pour toute information annonciatrice d'une menace pour nous ou pour notre tribu. En fait, c'est la peur qui fait aussi que on a perduré dans l'histoire. Ça nous a bien aidé quelque part. Mais aujourd'hui, on agit cette peur alors qu'on n'a plus vraiment de raison. On risque plus de se faire dévorer par un tigre à dents de sabre ou écrabouillé par un mammouth. Hein. Il y a peu de chance aujourd'hui. Malgré tout, cette peur, elle reste présente et elle reste un des mécanismes importants de notre cerveau. Donc, les fake news, en fait, surfent sur ce défaut, on pourrait dire, hein, et les auteurs de fake news espèrent capter l'attention de l'opinion. Et je cite l'article, comme le suricate en sentinelle attire tous les regards de sa troupe quand il aboie à la vue d'un prédateur. Donc, c'est pourquoi les fake news qui suscitent de la peur ont un potentiel viral plus élevé que les autres. La deuxième cause, c'est aussi psychologique, c'est notre besoin de reconnaissance.
Donc, je cite également, hein, dans le monde animal, la rapidité de transmission d'une alerte au reste de la troupe est vitale. Nous aussi voulons être les premiers à relayer l'information dans l'espoir de protéger nos proches, mais aussi de gagner en reconnaissance sociale. Donc, dans un contexte de peur, au lieu de solliciter notre esprit critique, nous cédons aux sirènes du cerveau reptilien, le cerveau émotionnel qui est plus facile à abuser. En fait, notre cerveau frontal se met en veille, il n'existe plus. Quand on est face à ce genre de situation, c'est vraiment le cerveau reptilien qui prend vraiment le dessus. Sauf quand on le sait, quand on est au courant qu'on fonctionne comme ça, du coup, le cerveau frontal peut reprendre le dessus. Donc, il y a ces deux besoins, je dirais, préhistoriques. Après, il y a également pas mal de biais cognitifs qui nous font croire aux fake news. Là, j'en ai mis que 2 parce que on n'a pas le temps d'en voir énormément. Les 2 qui sont cités d'ailleurs dans ce même article, hein, qui sont l'effet d'amorçage et l'effet de halo. Alors, l'effet d'amorçage, je vous lis ce que dit l'article. Hein. Si une personnalité se distingue par un comportement assez libre, et là d'ailleurs ils vont prendre comme exemple Emmanuel Macron, non conforme aux normes sociales, puisqu'on sait qu'il a épousé une femme beaucoup plus âgée que lui, inconsciemment nous allons l'associer à l'image de rebelle, avec des guillemets. Quand on est amorcé par cette idée, on sera bien plus enclin à croire à la culpabilité de cette personne si elle est soupçonnée d'avoir eu une liaison transgressive. Donc, le fait qu'Emmanuel Macron, c'est ce qu'ils expliquent dans l'article, hein, le fait qu'Emmanuel Macron soit marié à une femme beaucoup plus âgée que lui a fait que beaucoup de gens ont plus facilement cru que peut-être il était homosexuel, que peut-être il avait eu une liaison avec sa belle-fille, que sais-je encore. Et ça s'appelle donc l'effet d'amorçage. C'est un petit peu le côté « il n'y a pas de fumée sans feu ». C'est un peu ça. L'effet de halo, il est défini, très bien défini là, dans l'article par Daniel Kahneman, qui est prix Nobel d'économie. Il dit qu'il se définit comme une tendance à aimer tout en bloc chez une personne, y compris ce que nous n'avons pas observé. À l'inverse, et c'est le même biais, hein, après un dérapage notoire, une personnalité risque fort d'être accusée de tous les vices. C'est ce qui explique qu'après avoir subi un bad buzz, une personnalité ou une entreprise soit fragilisée. Donc, il cite l'exemple de l'entreprise de mode H&M qui avait été, enfin, il y avait une histoire comme quoi ils auraient une mode islamiste dans leur magasin, qui est venue en effet de halo du fait qu'ils aient pris un modèle de femme voilée dans un clip publicitaire. Vous voyez, c'est l'effet de halo, c'est un peu comme si ça s'étalait. Hein. Il s'est passé quelque chose, une petite chose, et on étale. Hein, les faiseurs de fake news vont profiter de cette petite chose pour nous faire croire quelque chose qui va être lié à ça. Généralisé peut-être. C'est moins, l'article dit, hein, et ça nous concerne directement, c'est moins par la loi que par l'éducation qu'on pourra lutter contre les fake news et sera difficile d'échapper à ces biais cognitifs tant qu'on n'en prendra pas conscience. Mais à partir du moment où on en prend conscience nous-mêmes et on en fait prendre conscience aux élèves, et je vous renvoie vers nos fabuleux webinaires autour des biais cognitifs pour faire des exercices et faire expérimenter ça aux élèves. Si tu le permets, Isabelle, il y a eu Oui. la réaction d'un collègue qui disait peut-être que c'est le fait de généraliser des choses. C'est ça? C'est un peu ça, oui. Oui, d'accord. Oui. Hein, il y a une erreur qui a été faite. Voilà, c'est comme si on disait que on déduisait du fait qu'une jeune fille a eu une mauvaise note en maths, que toutes les filles sont nulles en maths. Voilà, ça c'est l'effet de halo, vous voyez.
juste pour présenter encore peut-être un autre exemple, peut-être par exemple pendant un examen, il y a quelqu'un qui arrive très bien habillé. Bon, déjà, on crée une impression comme quoi cette personne est intelligente et voilà, elle fait et donc, on ne va pas faire attention à ce qu'il présente pendant l'examen. Donc, j'imagine, je pense. Exactement, ça peut jouer, il faut y faire très attention. Je vous confirme que pour avoir été, moi, jury du CAPES, je fais toujours très attention à ne pas me laisser leurrer par l'apparence, l'aisance de la personne à l'oral, même si c'est important parce qu'un enseignant, il faut qu'il ait une bonne aisance à l'oral, mais à vraiment effectivement focaliser sur le contenu et on focalise moins sur le contenu effectivement quand une personne parle bien, est agréable, une bonne un regard franc, etc. Oui, tout à fait, vous avez tout à fait raison. Et après, si tu le permets, Isabelle, il y a une main levée depuis un petit moment, Henri Diouf. Oui. Il y a peut-être une question à poser. Si vous voulez, allez-y, ouvrez votre micro. Et puis, si c'est une erreur de manipulation, eh ben, je baisserai votre petite main. Ah, bah, elle s'est baissée toute seule. Ce n'était pas forcément une question. Ok, on pourra revenir sur les exemples en fin de session si vous voulez. Concernant l'analphabétisme fonctionnel, c'est un gros mot, mais qui est vraiment inquiétant. C'est une cause aussi importante de la viralité des fake news, qui est peut-être, on pourrait dire, politiquement incorrecte, mais qui est vraiment réelle. C'est que, en fait, ça désigne l'incapacité à comprendre convenablement un texte. Or, en France ou en Italie, où les études ont été faites, cela concerne près de la moitié des personnes âgées de 16 à 65 ans. Donc ça, c'est d'après les données de l'OCDE, hein, ça ne sort pas de nulle part. Donc vous voyez, une moitié des 16 à 65 ans serait incapable de comprendre parfaitement un texte. Et les personnes qui créent des fake news jouent beaucoup là-dessus. Vous voyez, par exemple, avec des phrases avec des doubles négations. On ne va pas forcément percevoir qu'il y a cette double négation. Avec du vocabulaire très scientifique, avec un mésusage total de ce vocabulaire, mais qui fait genre, comme disent les jeunes. Et voilà, ça passe. Et on a l'impression que ce texte, il est sérieux parce que voilà, il utilise ce niveau de langue, etc. Donc, continuons à apprendre à lire à nos élèves parce que c'est peut-être un des meilleurs moyens, finalement, de lutter contre les fake news. Évidemment, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, il y ait émission et réception sans intermédiaire via les réseaux sociaux et la majeure partie du web. Il n'y a pas d'éditorialisation, de travail d'édition, de vérification de travail médiatique dans le sens vérification des sources qui est fait sur énormément d'informations qui circulent sur le web. Ça, évidemment, vous le savez. Puis j'ai mis des points de suspension parce que, comme je vous le disais, il y a plein d'autres raisons. Mais voilà, on va s'arrêter à celles-là, hein, sont peut-être les causes principales. Alors, une fois qu'on s'est bien cassé le moral avec tout ça, peut-être qu'on va aller voir ce qui se passe du côté des solutions. Donc, la solution principale, c'est vraiment l'éveil de l'esprit critique. Donc, je vous ai remis à l'écran, je vous ai partagé la fameuse roue de l'esprit critique d'Eduscol qui a quelques années maintenant, 8 ans, mais qui est toujours complètement à jour. La façon de lire, si vous voulez, ce graphique, c'est de se dire que sur fond jaune, en fait, on a les soft skills, je vais y arriver, pardon, ou qu'on appelle aussi compétences psychosociales, on peut aussi appeler tout simplement capacités. Et ça, ce sont celles qui sont à développer. L'idée, c'est de développer ça pour éveiller l'esprit critique. Et pour développer ces capacités, vous avez en bleu les attitudes, les pratiques à mettre en œuvre
avec en petit en dessous, hein, sur le fond bleu, ce qui pourrait être des objectifs de séance ou de séquences possibles en éducation aux médias et à l'information. Donc, en fait, hein, c'est vraiment pour vous donner des pistes pour arriver à, au fur et à mesure de la scolarité des élèves, développer leur esprit critique. Et c'est en faisant cela qu'on arrivera petit à petit à faire en sorte qu'ils ne croient plus aux fake news. Est-ce qu'il y a des questions, Stéphanie, sur ce? Ok, alors on va avancer. Je ne vais pas vous la lire en détail. Je pense que vous pourrez chacun revenir dessus ou si vous voulez, on y revient à la fin. Alors, parmi les outils possibles pour lutter contre les fake news, il y a bien sûr les outils de fact-checking, donc de vérification des faits, hein, oui, c'est ça, de vérification des faits. Je vous en ai mis quelques-uns, il y en a d'autres. Moi, ce sont mes préférés, donc c'est totalement subjectif, mais je crois que ce sont actuellement vraiment les meilleurs qu'on puisse trouver. Donc, le premier que je vous ai mis en lien, c'est un outil des décodeurs du monde. Là, vous avez, c'est vraiment pour moi un petit bijou, vous avez des cours qui sont quasiment tout faits et vous avez des affiches très sympas au niveau du design et très parlantes que vous pouvez afficher dans vos classes, dans vos CDI, partout dans l'établissement. Là, c'est quand même bizarre que ça ne s'ouvre pas, pour le coup, parce que je dois vraiment avoir un problème de réseau. Après, j'ai mis le lien dans le chat, Isabelle. Si les personnes veulent cliquer, elles pourront avoir accès. Ce que je voulais, du coup, peut-être, je vais reprendre mon document, juste vous dire un petit peu la liste de ce que vous pouvez retrouver dessus. Donc, il y a qu'est-ce qu'une information? Donc, vous avez tout un déroulé qui peut vraiment servir de base de cours pour faire ces formations en éducation média à l'information. Qu'est-ce qu'une source d'information? Et à chaque fois, vous avez, je vais revenir, c'est pas grave, tant pis. Je vais revenir sur mon Est-ce que webinaire. tu veux que moi, je partage la page des décodeurs ou des cours? Si tu veux, je peux. Non, c'est cours et affiches plutôt que je voulais que éventuellement que tu me montres. Allez, je partage. Super. Voilà, tu peux descendre. Là, vous voyez que j'aime bien aller sur la Redoute. Aucun secret. Non, c'est toi qui partages. Donc, voyez, vous avez la liste de titres là de ce qui est proposé par les décodeurs. Tu peux, par exemple, cliquer sur vérifier une rumeur qui circule sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, voilà, vous avez vraiment, vous, une base pour vous, pour construire votre cours. Tu peux descendre. Donc, toute l'explication. Alors, c'est fait depuis un petit moment, donc on parle de Twitter et pas de X, mais c'est vraiment quand même à peu près toujours valable. Et si tu peux descendre, alors, les vidéos, les photos, les messages chocs, vous voyez, on a vraiment toutes les infos et descend, voilà. Et on a ces fameuses illustrations que je trouve vraiment très bien faites parce elles aident vraiment à mémoriser ce que vous pourrez avoir vu avec les élèves. Voilà, les afficher, ça peut vraiment être une bonne solution. Dessin un petit peu comme ça, voilà, on voit la suite, source invérifiable, source parodique, et on voit que ça vient du Gorafi, donc on a vérifié la source, etc. Voilà, donc elles sont vraiment, je trouve, sympas, mais surtout extrêmement claires, percutantes, et en une petite image et quelques mots, ça permet vraiment aux élèves de mémoriser, de faire le petit déclic. Ah oui, je me souviens ce qu'on a vu en cours, c'était ça, et de pouvoir du coup agir de façon compétente. Voilà. Est-ce que tu peux partager du coup, je ne sais pas si tu as le deuxième lien. C'était, je le copie.
celui de Libé? Celui de Libé, Check News, oui. Alors, je fais. Alors, Check News, Factuel et leur ancêtre, Oxbuster, travaillent tous les trois un petit peu de la même manière. Là, c'est plutôt enfin, c'est pas plutôt, ce sont des articles sur des infos qui ont été publiées sur les réseaux sociaux, infos avec des gros guillemets, et c'est enfin, les pages, les sites, les pages voilà, de Libé, Check News ou Factuel de l'AFP vont aller expliquer si c'est une vraie ou une fausse info et pourquoi et comment ils ont pu découvrir que c'était une vraie ou une fausse info. Hein, ils parlent d'infos insolites, on va dire, un peu bizarres, qui circulent sur les réseaux sociaux, qui circulent en général de façon assez importante. Et voilà, ils vont expliquer leur travail de journaliste, de fact-checker, et ils montrent, voilà, à la fin, c'était vrai, c'était pas vrai. Alors, il y a cette façon de faire, et puis si tu veux montrer juste rapidement Factuel, qui tamponne, en fait, hein, sur les articles, le fait que ce soit vrai ou faux. Voilà, vous voyez, vous avez le gros tampon faux. Et puis, si on descend un petit peu, on voit qu'il y en a quelques-uns qui sont vrais. Mais c'est assez rare. Voilà, dans les infos bizarres, ce sont souvent de fausses infos. Voilà pour cette partie. Après, je vais reprendre la main et j'y arrive, si j'y arrive. Voilà, on a aussi, bien sûr, le rôle des algorithmes et des décideurs des réseaux sociaux. Je vous renvoie à la petite vidéo de tout à l'heure hein, qui définit ce que c'est qu'une fake news. C'est ce qu'ont mis en scène ces YouTubeurs, c'est exactement le rôle des algorithmes. Hein, c'est fait comme ça, alors évidemment de façon beaucoup moins artisanale que ce qu'ils montrent eux, mais c'est comme ça. Pour les décideurs des réseaux sociaux, ben, on a l'exemple de X, hein, ex-Twitter, qui appartient aujourd'hui à Elon Musk, qui fonctionne beaucoup sur ce qu'on appelle vulgairement le putaclic. Moins vulgairement, on peut parler de piège à clic ou d'attrape-clic. L'idée étant je vous donne la définition exacte. Ça qualifie un article ou une vidéo dont le titre, l'image principale ou le résumé est exagéré délibérément afin d'attirer davantage de lecteurs ou de spectateurs, donc davantage de clics. Hein, alors là, l'éthique, effectivement, hein, comme le disait notre couple de youtubeurs, elle est bien, bien au fond de la poche. Voilà. Pourquoi un certain nombre d'institutions hein, ont décidé de quitter X, par exemple, ex-Twitter. Voilà, je passe rapidement là-dessus. Je sais que ça peut être un petit peu frustrant, mais on va essayer d'avancer pour que vous ayez aussi le temps de nous poser des questions. Et puis surtout, je voulais vous montrer un petit bijou que j'aime bien. On va passer voilà, dans la partie déjouer les fake news. Alors, comment on fait? On a vu qu'on avait tous ces outils, qu'on pouvait s'appuyer dessus, etc. Moi, je disais, puisque je n'ai plus d'élèves actuellement, mais c'était il n'y a pas longtemps encore, je disais souvent aux élèves que le premier outil de fact-checking, c'est leur cerveau. Alors, on a vu tout à l'heure que parfois le cerveau est inhibé, il ne peut plus réfléchir. Mais à partir du moment où on leur a expliqué comment ça marche, il remarche le cerveau. Et donc, peut-être le premier outil, c'est de se dire, c'est bizarre. Et si c'est bizarre, le premier réflexe, déjà, c'est de ne pas partager ou de ne pas liker. Ça évitera cette diffusion folle de la fausse information. Et c'est pas parce que, vous savez, peut-être il y a quelques années encore,
moi, je suis professeure documentaliste de formation et l'idée au départ était de faire des tableaux et on cochait les éléments de véracité d'un document pour dire, bah oui, il est vrai. Alors, c'est pas forcément la bonne solution. On va le voir avec un exercice de style fait par des étudiants de Supinfocom Valenciennes qui ont fait un très beau documentaire sur le DAHU. Vous allez voir le nombre de soi-disant preuves, éléments de véracité qu'on peut avoir même dans les 2 premières minutes. On va regarder que les 2 premières minutes. Et en fait, si on écoute vraiment le commentaire, on comprend vite que c'est vraiment complètement bidon. Je t'ai perdu à l'écran, Stéphanie, alors j'espère que tu es toujours là. Je ne sais pas si... Je suis là, mais c'était pour que je puisse partager la vidéo. Je la lance. Super. Pas de souci. Merci. Alors moi, je ne l'ai pas à l'écran, Stéphanie. Je ne sais pas si c'est normal. J'ai toujours le diaporama. Je refais, je n'ai pas partagé la bonne source. On te voit plus là, donc je pense que c'est bizarre. Je vais essayer de le lancer, moi, de mon côté. Ah, c'est bon. À l'ouest de l'Autriche, dans les riantes montagnes du Tyrol, vit un animal. Stéphanie, moi, je ne le vois pas. Je ne sais pas si inconnu, tout le monde... le dahu. Oui, par contre, pour nous, on le voit. On voit, oui, pour nous, on reçoit. Est-ce que vous voyez la vidéo? Oui, on voit la vidéo. Oui. Ok, bah super. Moi, je ne la vois pas, mais... Le dahu est tout un va bien. mammifère ongulé artiodactyle ruminant proche du lama. Cet animal a l'étrange particularité d'avoir 2 pattes plus courtes d'un côté que de l'autre afin de progresser aisément sur des pentes abruptes. 4 espèces de dahus ont été répertoriées. Les dahus lévogyres, dextrogyres, Acynthus frontalis et Descentus frontalis. Les Essayez de lévogyres, noter les seuls tous encore les vivants, éléments ne peuvent qui cependant sont pas là faire pour nous faire demi-tour. croire que c'est Ils vrai. sont donc contraints à tourner invariablement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. En d'autres circonstances, le dahu est bien moins agile, notamment dans l'eau, et bien évidemment sur un terrain plat. Un dahu plus téméraire s'écarte du troupeau afin de manger quelques baies. Chose étrange, car il s'agit là d'une variété très toxique. Nous appellerons cette bête vouée à une mort atroce Berry. Poussé par son instinct de reproduction, Berry tente de s'attirer les faveurs d'une jeune femelle. Mais chez les dahus, l'accouplement n'est pas chose aisée. Lorsqu'une femelle s'y refuse, le mâle, moins astucieux, et n'ayant que rarement la présence d'esprit de reculer, n'a d'autre choix que de faire le tour de la montagne afin de retenter une approche. Il n'est pas Tu peux rare arrêter que là, le mâle Stéphanie. meure d'épuisement en tentant désespérément. Voilà, vous aurez compris que si on écoute bien le texte, on comprend assez vite que c'est bidon. Hein, voilà, voué à une mort atroce, l'animal débile, enfin, voilà, tout ce texte vraiment en lui-même permet de comprendre assez rapidement que ce n'est pas un vrai documentaire. Mais on peut se laisser vraiment piéger. Vous avez vu images de l'INA. Alors, ce n'est pas des vraies images de l'INA, bien sûr, hein, mais on fait croire que ce sont des images historiques de l'INA. L'infographie, hein, l'usage de l'infographie. Avant, vous avez vu le titre en latin. Il y a des sous-titrages en anglais. La voix off est une voix proche de celle d'Arte, hein, la chaîne Arte, qui est une chaîne dite très sérieuse. Donc voilà, tout ça, tous ces éléments sont là. Évidemment, c'est un jeu hein, qu'ont fait ces élèves de Supinfocom. Et d'ailleurs, quand on travaille sur cette vidéo avec des élèves, c'est intéressant d'aller jusqu'au bout parce qu'à la fin,
dans le générique, on voit remerciements à papa, maman, tonton. Bon, là, c'est un petit peu bizarre dans un documentaire et on peut se mettre à avoir des doutes. Voilà. Donc, c'est pas parce que ça a l'air vrai et qu'il y a beaucoup d'éléments qui nous montrent que c'est vrai que ça l'est. Je vais repartager pour pouvoir continuer parce que je me suis aperçue. Après, que du coup- Isabelle, si je peux me permettre, ça reprend quand même comment dire, une rumeur qu'on transmet souvent aux élèves dans des colonies de Oui. vacances, dans des centres de loisirs. Donc, ça aussi répond à ce mystère culturel qui existe déjà. Mais moi, je pensais que les Dahus n'avaient qu'une patte plus courte côté latéral. Là, j'ai appris qu'ils pouvaient avoir les 2 pattes de devant plus courtes que Eh celles de oui, il y a derrière. aussi ceux-là. Ils sont plus rares, mais Voilà. ils existent aussi. Tout à fait. Et effectivement, le fait de se baser sur un mythe déjà existant donne plus de crédibilité aussi à l'histoire. Donc, j'en étais où? J'en étais là. S'appuyer sur un outil simple dès qu'on a un doute. Donc, le premier outil simple, c'est le cerveau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis, Tinaille, hein, pour aller faire la vérification inversée. Ah oui, j'ai sauté des éléments tout à l'heure. Je vais revenir un petit peu en arrière. Des éléments que je ne vous ai pas présentés. Excusez-moi. Deux outils que j'aime bien aussi, qui sont dans un autre genre, c'est la BD, une petite BD. Fred se méfie des fausses infos. Donc ça, en lycée, c'est vraiment très bien à utiliser. C'est un document, j'ai perdu mes notes, qui est réalisé par je vais retrouver ça. Voilà, excusez-moi. C'est une bande dessinée donc, qui est brésilienne, c'est ça, je ne voulais pas dire de bêtises, et qui compile des conseils pour apprendre à déjouer les rumeurs et les fausses informations qui circulent en ligne. Elle s'adresse vraiment aux jeunes. Vous voyez, je vous ai mis un petit extrait en illustration. Elle a été réalisée donc, par une équipe de vérification des faits, hein, de fact-checking du site brésilien Aos Fatos. Et en partenariat avec l'International Fact-Checking Network de l'Institut Poynter. Voilà, elle est traduite en français par les décodeurs du monde que j'ai cité tout à l'heure. Elle est entièrement gratuite et diffusable à condition de citer ses sources, bien sûr. Et Tinaille, donc un petit outil tout simple pour aller vérifier la source première d'une image. Et je vous ai mis un petit tuto réalisé par des collègues de Réseau Canopé pour vous expliquer comment utiliser Tinaille et surtout pour expliquer aux élèves comment l'utiliser de façon, parce que c'est tout simple. Voilà, excusez-moi, j'avais oublié ces 2 éléments. Donc, la dernière chose que je voulais vous présenter, je vous l'avais dit en introduction, hein, c'était une séquence que j'ai réalisée en classe avec des élèves de lycée professionnel et une collègue de lettres histoire EMC. Enseignement moral et civique. On a fait faire aux élèves une course au fact-checking. Alors, cette course au fact-checking, je vous ai mis, je vous montre, hein, je vous ai mis ici l'article qui a été réalisé à partir de notre expérience en classe. Donc, vous l'aurez, vous pourrez le revoir en détail. Je vous le présente juste rapidement. Si je m'y retrouve dans mes documents, j'en ai trop de choses, clairement. Je vais y arriver. Alors, si je ne retrouve pas, je vais vous le dire de mémoire. Donc, dans un premier temps, on a, pendant les 2 premières heures, on a fait visionner aux élèves justement la vidéo de Supinfocom sur le DAHU. On a ensuite enchaîné avec ce qu'on appelle un World Café, où les élèves ont pu, en discutant, en se croisant, hein, je crois qu'il y a le lien vers ce que c'est qu'un World Café, ils ont pu
faire ressortir en fait tous les éléments de cette vidéo qui voulaient nous amener à croire que c'était vrai et tous les éléments qui nous permettaient de comprendre que ça ne l'était pas, que c'était une fake news. Ça, c'était pendant les 2 premières heures. Donc, ils ont fait eux-mêmes la synthèse hein, et ils ont eux-mêmes tiré la conclusion que quel que soit le nombre d'éléments de véracité d'un document, titre en latin, sous-titre en anglais, voix off type Arte, image d'archives, infographie, interview de spécialistes, il peut malgré tout être faux. Et ensuite, les 2 heures suivantes, on leur a proposé donc cette course au fact-checking. Donc, je leur avais imprimé des informations insolites, certaines vraies, certaines fausses, et volontairement imprimées pour qu'ils n'aient pas facilement la source. Et nous leur avons demandé de se mettre en binôme et de nous rapporter le plus rapidement possible, de prendre n'importe quelle feuille, hein, de nous rapporter le plus rapidement possible 3 preuves que c'était une info vraie ou une info ou une fake news, une fausse information. C'était assez marrant parce que au début, certains élèves ont pris la feuille, ont commencé à lire et m'ont dit « Ah non, mais c'est faux ça, madame !» Et je dis « Mais en fait, ton avis m'est égal. Hein, je ne veux pas ton avis, je veux des preuves. Donc, vous allez aller chercher comme vous voulez, où vous voulez, et vous revenez le plus rapidement possible avec 3 preuves. Et dès qu'il revenait avec 3 preuves, il gagnait 1 point, il prenait la feuille qu'il voulait, suivante, il allait vérifier, revenait, etc. Donc, au bout d'1 heure et demie, on a donc arrêté, on a classé les binômes, on a remis un prix au binôme gagnant, mais surtout, on a évidemment fait un point, une synthèse pour voir avec eux quelles étaient les méthodes les plus efficaces pour aller vérifier l'information. Hein, on a fait, parce que c'est important aussi de faire ce temps de synthèse. Et la conclusion que j'ai vraiment beaucoup aimée des élèves, qui peut-être voulaient être vexants, mais qui n'ont pas été, ça a été « mais c'est trop facile, madame ». Et oui, en fait, je leur dis que c'était mon but, c'est de leur montrer que c'était trop facile et que du coup, ils pouvaient le faire tout seuls et que ça ne prenait pas tant de temps que ça d'aller vérifier avant de liker ou de partager. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Lilia, si tu veux bien. Ben, parfait. Oh, tu me fais une transition du tonnerre. Donc, dans le chat, il y a à la fois une question et un constat. Il y a une participante ou un participant, pardon, je m'excuse, qui fait le constat de la mauvaise intention avérée de nombreuses personnes qui véhiculent les fake news. Est-ce que tu as des éléments là-dessus? Est-ce qu'on sait si les gens qui transfèrent ces fake news, ils le font tout le temps de manière intentionnée ou pas? Non. La plupart du temps, les gens qui les partagent, c'est vraiment de bonne foi. Il faut savoir que les personnes qui partagent le plus de fake news sont les personnes âgées. Qui sont peut-être les moins informés sur justement comment se crée l'information sur Internet. Non, les gens qui les créent, oui, là, on l'a vu, hein, l'idée, c'est soit d'avoir plus de clics, donc plus de pubs, donc plus d'argent. Hein. Souvent, c'est vraiment l'argent qui motive. Parfois, ce sont des idées politiques qu'il y a derrière. Mais le plus souvent, c'est pour gagner de l'argent. Et les gens qui diffusent, alors, je n'ai pas de chiffres, effectivement, hein, mais d'après ce que j'ai pu lire jusqu'à présent, c'est pas de la mauvaise foi, souvent. Sauf pour le côté politique. Parfois, voilà, hein, quand c'est sur des choses sur la santé, des choses comme ça, c'est plutôt innocent, le repartage. Tweet, ou etc. En revanche, pour les causes politiques, la mauvaise foi est bien partagée.
Oui. C'est ce que dit également la personne dans le chat. Elle explique que en Afrique, 70% des fake news sont politiques et non scientifiques ou éducatives. Et ensuite, cette personne-là pose à nouveau la question de comment les combattre. Mais là, je lui dirais d'essayer de vérifier ses sources, d'utiliser son... Voilà. Éducation. Je veux bien la source, ça m'intéresserait. Vous avez mon mail sur la diapo. Je veux bien cette source, ça m'intéresserait beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, et puis s'il y a d'autres questions, je vous invite soit à demander la parole, soit à nous la relayer dans le chat. Ou des remarques, hein. N'hésitez pas. S'il n'y en a pas d'autres, je vais peut-être redonner la parole à Cindy pour la conclusion. Je me prononcer un petit peu. Je vous en prie, allez-y, il faut parler un tout petit peu plus fort, s'il vous plaît. Ah, vous m'entendez là? Parfait. J'ai augmenté le volume. Super, d'accord. Je disais merci beaucoup pour cette présentation. Et en fait, pour moi, je me demande, là, il me semble que toutes ces démarches que vous nous avez données, vous nous avez présentées pour vraiment vérifier qu'une information est vraie et pas fausse, pour moi, je trouve que c'est vraiment, ça va prendre beaucoup de mon temps à tout bout d'une vidéo que j'ai rencontrée sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Je dois vérifier, je dois revoir. Moi, je me demandais, bon, et si je partage pas, et si je partageais pas ces vidéos, déjà, c'est quelque chose, non? Oui. Donc, ça commence comme ça. Donc, moi, je me dis, je regarde, oui, mais bon, voilà, après, je ne partage pas. Tout simplement. Complètement. Vous avez totalement raison. Alors, deux choses. L'esprit critique, c'est pas douter de tout le temps. Hein. C'est douter quand c'est bizarre. Voilà, apprendre à se dire, là, il y a quelque chose qui va pas. Sinon, parfois, alors je vous avouerai, même moi, une fois, j'ai republié une fake news sur Facebook. Après, elle ne portait pas à conséquence, c'était pas grave, c'était une info historique qui n'était pas juste. Bon, je me suis excusée auprès des gens qui me suivaient. J'étais très honteuse en tant que formatrice à l'éducation média et à l'information, mais c'était tellement plausible que voilà, j'ai partagé. Et c'est pas très grave en soi. C'est plus grave finalement de douter de tout. Et c'est un peu la nuance qu'il faut avoir en éducation aux médias et à l'information. Surtout pas amener les élèves à douter de tout, tout le temps, parce que c'est contre-productif. Si on fait ça, on va amener les élèves à ne plus s'informer auprès de médias, mais à préférer croire leur cousin parce qu'il est bien placé, je sais pas, au gouvernement ou je ne sais quoi, ou parce qu'il est plus âgé qu'eux. Donc ça, ce serait vraiment très contre-productif. Donc l'esprit critique, c'est vraiment à ne mettre en route, on va dire, vraiment que quand il y a une petite étincelle qui dit c'est quand même un peu bizarre. Ça, c'était la première partie de la réponse. Et j'avais une deuxième partie, mais qui m'échappe. Effectivement, oui, vous avez raison. Ne pas liker, ne pas partager, c'est déjà un acte militant, je dirais, en soi. Hein. Si déjà la moitié des gens qui like ou qui republient cessaient de le faire, les fake news n'auraient plus l'auditoire qu'elles ont, puisque en fait, c'est les systèmes d'algorithmes qui les font remonter dans les propositions des réseaux sociaux. Donc, s'il n'y a presque pas de like, s'il n'y a pas de republication, elle ne remonte pas, elle reste perdue au fond de YouTube ou au fond d'autres réseaux sociaux. Et non, elles n'ont pas le nombre de vues. Vous voyez, c'est exponentiel en fait, hein, les vues. Donc, effectivement, c'est déjà…
publier. Oui, super pour ne pas oublier de ne pas liker et de ne pas publier. Oui, et pour ne pas également oublier de décourager les personnes qui ont publié, tout en sachant que ce sont des fake news. Bon, si on ne like pas, on ne va pas vraiment nourrir leur narcissisme, quoi, leur esprit narcissique. Exactement. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Et les réseaux sociaux sont un bon moyen, effectivement, de nourrir le narcissisme, hein, puisque plus il y a de likes, plus ça monte, plus il y a de likes. Et c'est voilà, c'est exponentiel. Merci. Je vous en prie. Il y a une autre question, je vous en prie, ouvrez votre micro. Costa? Oui. Pour moi, je demande comment expliquer aux étudiants les fake news qui viennent d'un réseau authentique. Il arrive que, parce que moi aussi, je suis psychothérapeute, il arrive qu'il y a des choses qu'on voit dans des Wikipédia qui sont des sources authentiques, mais dans la réalité, ce qu'on est en train de vivre et de est en train de voir, ce n'est pas ça. Et les étudiants croient en ça parce que ça vient d'une source authentique. Comment les convaincre pour qu'ils puissent accepter que c'est une fake news? Alors, je dirais que là, ce n'est pas une fake news, normalement, c'est une erreur. Et que l'humain a droit à l'erreur. Ce n'est pas la même chose, hein, quand certains médias se trompent, mais quand ils se trompent de bonne foi. Là, on est dans l'erreur, pas dans la fake news, parce qu'il n'y a pas de volonté de mensonge. Quand c'est un média officiel, normalement, c'est ce qui se passe, parce qu'il y a l'éthique des journalistes qui est en jeu. Sur Wikipédia, normalement, le nombre et la modération font qu'il y a très peu de fausses informations. Il y en a moins que dans l'Encyclopédia Britannica, sauf peut-être sur des choses d'hyper-actualité et qui ne sont pas complètement validées. Mais sur Wikipédia, vous savez, il y a le petit bandeau en haut qui précise, hein, si cet article ne cite pas assez ses sources, cet article, enfin voilà, je ne sais plus ce qu'il y a comme bandeau, ils sont verts ou roses, etc. Ça, c'est vraiment important à apprendre aux élèves ou aux étudiants de vérifier ça. Sur Wikipédia, c'est publié, mais tant qu'il y a un bandeau en haut prévenant qu'il y a un souci sur l'article, effectivement, il n'y a pas de crédibilité à apporter à cet article. Merci beaucoup. Je vous en prie. D'autres questions, Stéphanie? Je ne vois pas d'autres mains levées, je ne vois pas d'autres questions dans le chat pour l'instant. Il est l'heure, donc on va peut-être s'arrêter là. Cindy, est-ce que tu veux conclure? Oui, je voulais juste dire un petit mot. Déjà, je voulais vous remercier toutes les deux pour cette session de ce soir qui était super intéressante et riche d'outils et d'exemples assez concrets et parlants. Je voulais aussi remercier tous les participants qui nous ont rejoints ce soir. Donc, rappeler que effectivement la session était enregistrée parce qu'il y a eu pas mal de connexions, déconnexions et qu'on vous mettra à disposition le replay de la session. Vous dire aussi avant de se quitter qu'on a un prochain webinaire en avril prochain. Donc, ce sera si je ne vous dis pas de bêtises, le 9 avril sur les compétences émotionnelles à l'école. Voilà, donc on vous espère nombreux, mais vous recevrez comme d'habitude un petit mail pour vous inscrire et pour nous rejoindre donc le mardi 9 avril aux horaires habituels. Et si vous le souhaitez avant de partir, avant qu'on se quitte, on peut faire une petite photo, que chacun allume sa caméra assez rapidement et qu'on puisse vous voir aussi, parce qu'on vous a entendu ce soir, mais c'est sympa aussi quand on vous voit. Voilà. Donc, on va vous laisser le temps d'activer, salut Julius, d'activer vos vidéos. Oh, super, c'est chouette. Et comme ça, c'est super, voilà. Et on fera je vais faire une petite capture. Je nous laisse un petit peu de temps.